je propose que nous commencions à partir d'une question que vous posez donc, dans l'introduction de l'ouvrage que vous avez fait paraître en 2012, aux éditions de Beuc, quelle réforme pédagogique pour l'enseignement supérieur? Et cette question, c'est comment articuler une logique culturelle humaniste, donc, qu'on pourra résumer sous la formule apprendre à penser, et puis une logique professionnelle qui, elle, va requérir une certaine efficacité, particulièrement dans un monde dont on sait qu'il est en mutation permanente. Et cette question, elle est la nôtre, parce qu'aussi, donc, l'INSPE de Lorraine est engagé dans un processus pour la construction de la nouvelle offre de formation, c'est celui, justement, que vous décrivez, l'intégration des acquis. Et c'est pour comprendre un peu les enjeux de l'approche que vous proposez, pour être en mesure de travailler concrètement à la réorganisation pédagogique de notre institution, que nous souhaitions vous poser quelques questions. Et la première de cette question, je propose que les poser une par une, et ensuite on enchaînera, porte sur l'approche curriculaire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement qu'une approche curriculaire et à quoi sert-elle exactement. Voilà, alors je répondrai bien sûr à cette question, mais je voulais tout d'abord vous dire qu'en lisant de manière approfondie ce document, je me suis demandé pourquoi vous avez cherché à me rencontrer, parce que pour moi c'est un travail tellement remarquable que vous avez toutes les ressources au niveau de l'INSPE et je ne sais pas si je vais pouvoir ajouter quelque chose à... Bon, bien sûr, il y a toujours des petits éléments que je peux ajouter, mais je voudrais très sincèrement vous féliciter pour le travail qui a été accompli. Et vous avez, pour moi, réussi ce tour de force à la fois de répondre aux exigences du ministère de l'Éducation, qui ne sont pas des moindres en France, et des exigences pédagogiques très fortes que vous vous êtes fixées. Et on voit très bien, à travers ça, on voit très bien quel est votre projet à l'INSPE. Et pour moi, c'est la chose principale pour toute institution, quelle qu'elle soit, mais en particulier pour l'enseignement supérieur, c'est d'avoir un projet fort. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on a des injonctions du ministère ici, ministère de l'enseignement supérieur, on a des injonctions et on pense que le fait de suivre ces injonctions constitue le projet de l'établissement. Mais non, pas du tout. Le projet de l'établissement, c'est vous qui le définissez en fonction des valeurs, en fonction, dans le cas qui vous occupe, du profil de l'enseignant de demain, la conception que vous avez du profil de l'enseignant de demain. Et franchement, je trouve que vous avez fait un excellent travail. Je me réjouis d'être parmi vous, mais je me sens un peu inutile dans cette journée, franchement. Voilà. Je voulais vous dire aussi que on va, j'imagine, gérer la journée avec souplesse. J'ai notamment prévu l'un ou l'autre document que je peux projeter à certains moments si vous le souhaitez. Mais de nouveau, très franchement, quand j'ai vu le niveau de réflexion qui transparaît dans ce document, je me suis dit, est-ce que c'est nécessaire de projeter quelque chose? Tellement j'ai l'impression que vous êtes déjà à un niveau de réflexion et d'opérationnalisation qui me paraît très avancé. Oui. Juste une petite intervention. D'abord, bravo aux collègues qui ont travaillé sur ces documents, et Nathalie en particulier. Je voulais simplement dire qu'effectivement notre objectif, puisque nous sommes ici en comité relativement restreint, c'est aussi de vous donner la parole pour permettre à l'ensemble des collègues, parce que forcément c'est un travail qui est un travail d'équipe, plutôt de responsables,
Et il faut que l'ensemble de nos formateurs puissent arriver finalement aussi à la même logique. Alors on est tous à des niveaux un peu différents. Hein, et en effet, ici, il y a des responsables qui ont beaucoup travaillé donc, sur ces objets menant au nouveau plan de formation. Mais l'idée aussi, et c'est pour ça que nous avons choisi la captation, c'est de pouvoir avoir aussi un propos qui puisse vraiment faire comprendre, même par exemple à nos nouveaux enseignants, parce que chaque année nous avons des recrutements qui vont devoir donc entrer dans cette logique d'en comprendre un peu les soubassements, disons. Mais merci beaucoup parce que c'est un travail qui a fait couler beaucoup de sueur. Oui, non, j'imagine. Et donc, voilà, merci en tout cas Mais c'est remarquable, de nous dire franchement. Que, voilà. En tout cas, sur papier, c'est remarquable. Maintenant, je vous interpellerai sur un certain nombre d'éléments relatifs à la mise en place de tout ça, parce que le curriculum, ce n'est pas sur papier qu'il existe. Un curriculum, c'est in vivo. Hein, c'est quelque chose qui se vit. Hein, donc, voilà. Mais donc, si je vous entends bien, Fabienne, moi, je propose alors peut-être de présenter l'exposé introductif que j'avais prévu. Et je répondrai notamment à la question de Laurent sur l'approche curriculaire. Voilà. Et en fait, je voulais compléter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je ne crois pas vous apporter énormément de choses. Il y a une chose sur laquelle probablement je pourrais vous apporter davantage, c'est sur cette recherche fondamentale sur la question justement qu'est-ce qui fait que nous sommes compétents. Parce que là, il y a quand même des résultats de recherche qui sont probablement intéressants à connaître. Voilà, donc vous êtes peut-être étonné de voir que le titre que j'ai mis à cet exposé porte sur l'évaluation des étudiants. Mais bon, dans le type d'approche curriculaire relative à la pédagogie, à l'approche par l'intégration des acquis, on met nécessairement l'accent sur l'évaluation, puisque vous savez qu'on met notamment une très forte cohérence entre ce qu'on fait, ce qu'on propose aux étudiants comme type d'activité et à la manière dont ils vont être évalués. Et donc, peut-être un mot sur ce qu'on entend, ce que j'entends par former aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. Et tout d'abord, le rôle de l'enseignement supérieur face aux évolutions sociétales, et je dirais d'autant plus par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qui est bien plus qu'une crise sanitaire. J'imagine que vous avez tous décodé ce qui est en train de se passer, et ça va très largement au-delà. Et donc, l'enseignement supérieur a pour mission de préparer les jeunes et les adultes à faire face aux exigences du métier, mais aussi à penser, anticiper et réguler les évolutions sociétales. Et ça, je crois qu'il faut à tout moment bien se rappeler tout ça, c'est qu'il y a de nombreux acteurs dans cette société, il y a des acteurs qui sont en train de prendre le pouvoir de manière, excusez-moi, sauvage, et pour moi, l'enseignement est un des principaux régulateurs de ce qui se passe aujourd'hui dans les évolutions sociétales. Et donc, dans le cadre de l'enseignement supérieur, et pour pouvoir jouer ce rôle de régulation d'anticipation et de régulation des évolutions sociétales, il y a, pour moi, plusieurs facettes à articuler dans n'importe quelle formation d'enseignement supérieur. Il y a bien sûr la facette de la culture générale, c'est-à-dire tout ce qui est le savoir. Il faut continuer à savoir, il faut continuer à s'informer, il faut continuer à informer, il faut
continuer à comparer des informations, à prendre distance par rapport à des informations, etc., à connaître les savoirs de pointe, les résultats des recherches de pointe, etc., même si certains grands dirigeants de notre planète ne croient plus aujourd'hui à la recherche scientifique et au savoir et prétendent savoir mieux que les scientifiques eux-mêmes. Deuxième facette qui est la facette de la qualification, c'est-à-dire la qualification est tout ce qui est relatif à l'adéquation d'un curriculum à un référentiel métier et à un référentiel de compétences. Un référentiel métier, donc tous les référentiels de type professionnel. Et vous êtes bien payé pour le savoir ici avec la formation des enseignants, puisque vous devez répondre à des exigences de former des enseignants qui répondent à telle ou telle caractéristique en termes de qualification. La facette de la professionnalisation, c'est-à-dire un curriculum doit prendre en compte tout ce qui concerne l'apprentissage de la réflexivité, de l'autonomie, de l'anticipation, de la résolution de problèmes, etc. Donc, on ne peut rester ni au niveau de la culture générale, ni au niveau de la qualification, parce que ce n'est pas, par exemple, la facette de la qualification ne garantit pas que l'on forme, notamment que l'on forme des penseurs, qu'on l'on forme à la pensée. On va peut-être former à ce stade-ci des bons opérateurs, je ne vais même pas parler d'exécutants, mais des bons opérateurs, des bons professionnels, entre guillemets, mais on n'en est pas encore dans la facette de la professionnalisation qui développe tout ce qui est le recul, réflexivité, autonomie, anticipation, résolution de problèmes, etc. Une quatrième facette qui est une facette de recherche, qui continue à être très importante et qui, je dirais, pour moi, prend même de plus en plus d'importance dans un triptyque de formation et action et recherche. Et alors, cette cinquième facette qui, pour moi, est la facette sur laquelle je mets l'accent principalement sur l'ouvrage dont Fabienne a parlé tout à l'heure, qui est la facette de la mise en projet humaniste, c'est-à-dire qui articule réflexion sociétale et action, et qui positionne d'emblée l'étudiant, le futur professionnel, dans quelqu'un qui va devenir, pour reprendre la terminologie d'Ardoino, qui va devenir auteur, qui n'est pas seulement acteur, mais qui va devenir auteur, c'est-à-dire producteur dans la société de demain. Et donc, on ne peut pas, de mon point de vue, on ne peut aujourd'hui faire l'économie d'aucune de ces 5 facettes dans n'importe quel curriculum d'enseignement supérieur, dans n'importe quelle faculté, dans n'importe quelle formation. On doit retrouver d'une manière ou d'une autre ces 5 facettes qui sont à équilibrer de manière différente, évidemment, selon qu'on est dans un enseignement du premier degré, un enseignement du second degré ou dans l'enseignement supérieur. C'est sûr que dans l'enseignement du premier degré, la facette de la recherche, elle va être réduite à sa plus simple expression. Même si déjà, au premier degré, on peut amener des enfants à avoir des perspectives de recherche, bien sûr. Tandis que dans l'enseignement supérieur, mais vous l'avez compris, cette facette de recherche est tout à fait indispensable. Une de ces difficultés est donc d'aller plus loin qu'une stricte formation professionnelle, ne pas être uniquement efficace, comme certains voudraient nous canaliser dans une efficacité stricte, mais de bien garder
toute cette culture que vous avez acquise depuis des centaines d'années, et particulièrement en France, qui est toute cette réflexion, notamment la réflexion philosophique, la réflexion sociologique, la réflexion axiologique relative à l'éducation. Donc ne pas être uniquement efficace, mais faire sens, et plus précisément placer l'efficacité au service du sens. Comment articuler ces différentes facettes? Comment se servir des compétences comme un tremplin pour mettre l'efficacité au service du sens? Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. La plupart du temps, ce que l'on veut nous amener à faire, c'est mettre le sens au service de l'efficacité. Et donc, il s'agit de tenir bon et de placer en haut toujours le sens, nos valeurs, nos finalités. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle société voulons-nous? Qu'est-ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants, etc. Pour les générations futures. Et donc, les compétences est un mot qui à la fois est plein de promesses et un mot qui peut être terriblement dangereux. Parce que le même mot, le même concept, peut cacher des réalités qui sont très très différentes les unes des autres, parfois même à l'opposé. Prenez par exemple tout ce mouvement que l'on a vu fleurir dans les systèmes anglo-saxons, le développement des skills, etc., dans un cadre vraiment très étroit, etc. Il y en a qui appellent ça des compétences. On nomme ça des skills, mais qui sont des savoir-faire professionnels vraiment terriblement étroits et qui ne laissent pratiquement aucune place à l'autonomie, à la réflexion, etc. Et même pas, et qui ne laissent même pas toujours une place à la résolution de problèmes. Tellement c'est morcelé que... Et donc, il faut bien cibler ce qu'on entend par approche par compétence, ou plutôt approche par compétence au pluriel, puisque aujourd'hui, quand on parle d'approche par compétence, eh bien, les gens ont dans la tête plusieurs représentations possibles de cette réalité, approche par compétence. Et donc, aujourd'hui, quand on me dit approche par compétence, je dis, mais quelle compétence, quelle approche? Et la question que je pose souvent, c'est, donnez-moi un exemple d'énoncé de compétence. Et là, on s'entend très vite. Et donc, on va parler des approches par compétences pour développer parmi celles-là un type d'approche par compétence qui est l'approche par l'intégration des acquis. Mais il faut savoir que ce n'est pas la seule manière de mener une approche par compétence. Et donc la question, le recours aux compétences, peut-il aider à mettre l'efficacité au service du sens? Tout dépend de ce qu'on entend par le terme compétence et la manière dont on l'active dans le parcours de formation. On peut comprendre la compétence dans 3 sens différents. La compétence comme un savoir-faire, un skill, par exemple, accorder le verbe au sujet, dribbler un adversaire, etc. Ça, c'est ce que j'appelle du non complexe évaluable. La plupart d'entre vous ont connu et connaissent encore la pédagogie par objectif, des années 70, qui a apporté énormément à l'enseignement. Pour moi, on l'a trop vite jeté à la poubelle. Évidemment, il était porteur d'un certain nombre de travers, notamment ce saucissonnement, ce morcellement des savoirs, etc.
Mais pour moi, il a énormément apporté à la pédagogie d'aujourd'hui, dans le sens où c'était le premier mouvement dans lequel, le premier mouvement pédagogique, dans lequel on ne définissait pas des programmes d'enseignement en termes de ce que l'enseignant devait enseigner, mais en termes de ce que l'élève devait pouvoir faire de ce que l'enseignant enseignait. Et ça reste pour moi... je ne peux pas imaginer aujourd'hui de définir des curricula autrement qu'en partant de ce que l'élève ou l'étudiant doit pouvoir faire. Le problème, c'est qu'effectivement, on avait du non complexe, on avait du saucissonné, on avait des tranches de saucisson. Et bien entendu, c'est quelque chose qui n'était absolument pas tenable à terme. Mais ça a été une étape qui reste une étape pour moi très importante. Et donc on est passé d'un extrême à l'autre au début des années 80 en introduisant la compétence, c'est ce que j'appelle l'approche par compétence première génération, comme une qualité transversale. Et on a dit, voilà, il ne faut plus s'occuper des règles de grammaire ou plus trop s'en occuper, etc. Mais il faut amener l'élève à faire preuve d'initiative, de créativité, de rigueur, etc. Et donc, du non complexe évaluable, on est passé à du complexe difficilement évaluable. Parce qu'effectivement, on est arrivé dans du complexe, et ça c'est une excellente chose, évidemment, mais du coup, ce complexe, il n'était pas évaluable. Parce que comment évaluer si un élève peut faire preuve d'initiative? Comment évaluer s'il est créatif? Comment évaluer s'il est rigoureux? Aujourd'hui, on commence à avoir les outils pour le faire. Mais en tout cas, à l'époque, c'était, quand je dis difficilement évaluable, je suis encore gentil, parce que c'était pratiquement impossible à évaluer. Mais l'intention était très louable, puisque ce type d'approche par compétence mettait vraiment le sens, mettait les situations complexes au centre des apprentissages. Et c'est là qu'on a vu surgir dans les classes toutes ces situations de recherche, le fait de mettre les élèves, les étudiants en recherche sur la base d'un problème donné ou d'une question de recherche donnée, etc. Mais quand il s'agissait d'évaluer, là, c'était le silence absolu, et comme on ne savait pas comment évaluer, on retombait dans ce qu'on savait bien faire, c'est-à-dire évaluer des connaissances ou des savoir-faire dans le cadre de la PPO. Et donc il y a une troisième compréhension de la compétence, qui est la compétence comme un potentiel à pouvoir traiter une situation complexe en autonomie. Exemple, traduire tel type de texte dans telle langue, préparer et gérer un projet de classe, etc. Et là, on a, au miracle, du complexe évaluable. Et on doit ce mouvement tout d'abord à Jean-Marie de Quetel, qui était le premier à publier en 1988 dans le Guide du formateur, qui a pour la première fois évoqué la notion de situation d'intégration, et il a défini les principales caractéristiques d'une situation d'intégration, et il a montré comment à la fois une situation d'intégration respectait le sens, la complexité, mais respectait aussi l'évaluabilité, le caractère évaluable de la compétence. Et donc, voici quelques exemples d'énoncés d'objectifs pédagogiques. Si j'ai un énoncé du type « calculer la quantité de glucides dans un menu », là, on est dans la
première compréhension de la compétence, c'est concret, mais ce n'est pas complexe. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'évaluer, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il faut savoir qu'on évalue quelque chose qui est concret, mais qui n'est pas complexe. Se nourrir de manière équilibrée, voilà quelque chose qui est très important, qui est complexe, mais pas du tout concret. Composer un menu à partir d'une liste d'aliments donnés, voilà quelque chose qui est à la fois concret et complexe. Et donc, il n'y a aucune incompatibilité entre avoir quelque chose de concret et quelque chose de complexe. Mais ça, les pédagogues ont mis 20 ou 30 ans pour le découvrir. Maintenant, ça paraît une évidence à beaucoup de personnes, mais pas encore nécessairement à tout le monde. Deuxième exemple, déterminer par le test de l'acidité si une roche est calcaire, voilà du concret, mais pas du complexe. Respecter son environnement, voilà du complexe, mais qui n'est pas concret. Planifier une campagne d'information sur un problème environnemental dans un contexte donné, voilà quelque chose qui est concret et complexe. Et ça, c'est valable à n'importe quel niveau de l'enseignement, que ce soit au premier degré, au second degré, dans l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui est valable de manière universelle. Même en maternelle, on peut travailler sur des situations complexes, il n'y a aucune incompatibilité. Si on exclut le non complexe et évaluable qui est dépourvu de sens, c'est-à-dire la PPO, on trouve dans l'enseignement supérieur deux conceptions distinctes mais complémentaires de la compétence. Même s'il y a dans l'enseignement supérieur, ça et là, encore des îlots de PPO, et je dis qu'ils ne sont pas nécessairement mauvais. Pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité dans l'enseignement supérieur. Quand on parle d'approche par compétence, on évoque généralement les deux dernières conceptions, l'approche par compétence que je qualifie de première génération et l'approche par compétence que je qualifie de deuxième génération. Ces deux conceptions déterminent d'emblée deux types d'approches curriculaires. Ce sont deux grands paradigmes qui fondent un curriculum d'études, basé sur des conceptions différentes du profil de sortie de l'étudiant, mais aussi basé sur les modalités pédagogiques et l'évaluation des acquis. Et en fait, choisir une approche curriculaire, c'est choisir une manière de concevoir le profil de sortie de l'étudiant, c'est choisir des modalités pédagogiques, c'est choisir des modalités pédagogiques et didactiques bien sûr, et de choisir des modalités d'évaluation des acquis et de rechercher une cohérence entre un profil de sortie de l'étudiant, des modalités pédagogiques et l'évaluation des acquis. Et comme on va le voir, la conception du profil de sortie de l'étudiant peut être plutôt implicite ou plutôt explicite. Dans l'approche par compétence première génération, elle est très souvent, le profil de sortie de l'étudiant est très souvent implicite, où on donne quelques grandes lignes, mais on ne le concrétise pas. On laisse un flou qui peut être bon ou pas bon, on peut s'entendre là-dessus, mais qui, d'après moi, est très souvent une liste d'intentions, mais n'est pas un guide suffisamment fort pour
orienter, pour polariser toute une formation. Donc prenons la première conception, une conception qui fait d'emblée une large place au sens. Le profil de sortie est implicite, donc on est ici dans l'approche compétence transversale. Le profil de l'étudiant est implicite, la compétence y est une intention forte, l'efficacité est recherchée dans un deuxième temps. On cherche surtout, dans cette conception de la compétence, à essayer de développer des attitudes de travail, des attitudes de réflexion, des attitudes de pensée chez l'étudiant, mais dans laquelle il n'y a pas véritablement une volonté d'efficacité. Et on est la plupart du temps dans une logique de liste de compétences. Par exemple, on trouve des listes de ce type-ci. L'étudiant doit pouvoir développer et exercer sa pensée critique, il doit pouvoir communiquer de façon adaptée, il doit pouvoir exploiter l'information, développer et exercer sa créativité, résoudre des problèmes, développer une relation non violente à soi, à l'autre et au groupe, coopérer et travailler en équipe, se donner des méthodes de travail efficaces. Quand on lit ça, on applaudit. Mais quelles belles intentions! Personne ne peut montrer son désaccord avec une liste de compétences. Et pourtant, d'après moi, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. On est comme les discours de ces dirigeants ou ces publicités qui ne font qu'aligner une série de beaux mots, de belles phrases, mais le discours est vide, les intentions sont vides, il n'y a pas de projet concret, de projet politique, de projet de société, etc. Et si on a des intentions, on essaye de cacher les intentions réelles derrière des mots qui sont des mots valises. Et quand vous voyez la publicité aujourd'hui, moi quand j'allume la radio, quand je regarde la télévision, dès que j'entends quelque chose qui est beau, etc., je me dis « Ah, on va vouloir me vendre quelque chose ». Mais tout est galvaudé, et tout est galvaudé dans les discours de nos politiques, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a effectivement comme projet de société, comme projet pour nos jeunes qui sont en souffrance aujourd'hui, et encore plus avec le Covid. Nous, adultes, nous souffrons du Covid, mais nos jeunes, pour moi, ils souffrent encore bien plus. Et donc, voilà, c'est très beau, mais pour moi, la plupart du temps, ça reste vide. Et pour moi, je n'hésite pas à le dire, dans certaines institutions, ça permet de se dédouaner, de dire on fait de l'approche par compétences, regardez, on a notre liste de compétences. Mais en réalité, qu'est-ce qui change dans nos enseignements? Qu'est-ce qui change dans notre relation à l'étudiant? Qu'est-ce qui change dans notre manière de les évaluer, etc. Eh bien, il n'y a pas grand-chose qui change. Oui, bien sûr, il y a tel enseignant tel ou tel enseignant qui va se dire « Tiens, moi, je vais essayer de changer, de réorienter mes enseignements dans tel ou tel sens. » Mais il n'y a rien qui change en profondeur, parce que ce n'est pas un système qui incite au changement. Et alors, la conception que je développe, mais que bien d'autres auteurs développent, quand vous voyez des auteurs comme Pernoud, comme Le Botterf, et bien d'autres encore, Altais, tous ces auteurs-là vont largement dans ce sens-là, une conception qui articule d'emblée un profil de sortie évaluable et des questions de sens. Et donc c'est l'approche par l'intégration des acquis, qui est une autre approche curriculaire. Je fais souvent le parallèle entre l'approche curriculaire et un plan d'architecte. L'approche curriculaire, c'est ce qui
précise quel est notre projet et comment on va s'y prendre. Et donc là, on est dans une optique d'approche-programme. Si je me réfère à des écrits comme ceux de Régé Collet, Préjean, bien d'autres auteurs encore, nous savons que quand nous parlons d'approche-programme, nous parlons d'un type d'approche curriculaire qui fait une large place au profil de sortie et qui aligne à ce profil de sortie les différentes dimensions du curriculum, les contenus, les modalités pédagogiques et l'évaluation. Et donc, on n'a plus des contenus d'une part, des modalités pédagogiques d'autre part, que chacun est tout à fait libre de choisir, et des modalités d'évaluation aussi que chacun est tout à fait libre de choisir, mais on a un alignement de ces éléments avec le profil de sortie de l'élève ou de l'étudiant. Dans ce cas-ci, c'est le profil de sortie de l'étudiant qu'on aura défini avec soin. Et là, tout à l'heure, dans la discussion, je voudrais revenir à ce profil de sortie parce que, d'après moi, ça peut être un des points faibles de votre document, c'est de ne pas, à mon sens, de ne pas être allé suffisamment loin dans ce profil de sortie de l'étudiant. Maintenant, vous avez peut-être d'autres documents qui permettent de préciser. Les documents qui vous ont été communiqués sont des documents d'un travail en cours qui eux-mêmes s'inscrivent dans un cadre plus large où le profil de sortie est assez précisément défini par l'institution Éducation nationale, notamment au travers d'un certain nombre d'attendus de ce point de vue-là, et qui sont eux-mêmes regroupés en blocs de compétences. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. En Belgique francophone, il y a des instituts d'enseignement supérieur qui forment des assistants sociaux, assistantes sociales. Eh bien, il y a des institutions d'enseignement supérieur qui disent « chez nous, on n'envoie pas nos étudiants en stage dans la police. » Parce qu'on ne veut pas former le profil de sortie d'un assistant social, pour nous, est incompatible avec le fait de travailler dans des services de police. C'est un exemple. Je pense qu'il faut aller jusque-là, dans ce qu'on accepte d'un enseignant que nous diplômons et de ce qu'on n'accepte pas. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, mais simplement pour illustrer ce que peut vouloir dire, ce qui peut se cacher derrière la notion de profil de sortie. Ce n'est pas... On pense souvent qu'un profil de sortie, c'est la définition minimale de l'enseignant dans laquelle on s'entend plus ou moins au sein des pays de l'OCDE. Pour moi, on doit aller beaucoup plus loin que ça. Or, très souvent, on s'arrête à un type de profil un peu standardisé, normalisé. Moi, je crois qu'on ne peut plus se contenter de ça aujourd'hui. Et je vous donnerai des résultats de recherche tout à l'heure qui vont peut-être vous faire réfléchir. Et donc, la formation est organisée autour d'un noyau de compétences évaluables. Je dois revenir aussi tout à l'heure avec vous sur la notion de noyau, parce qu'il peut y avoir une dérive aussi. En fait, quand je parle de noyau, c'est que pour moi, le nombre de compétences qu'on définit est très important. Il y a des collègues universitaires qui parfois me rient au nez en disant « Mais Xavier, pourquoi est-ce que tu t'attaches à dire il faut 2 ou 3 compétences, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir 5, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en avoir 6 ?» Pour moi,
je m'en expliquerai tout à l'heure, le nombre de compétences qu'on définit est très important parce que ce qu'on peut faire est limité en termes d'évaluation. C'est comme le fait qu'on vive sur une planète dont les ressources sont limitées. Et donc on ne peut pas consommer plus que ce à quoi on a droit sans épuiser la planète. Enfin, on ne devrait pas consommer, parce qu'on est largement au-delà, évidemment. Eh bien, de la même manière, si vous dépassez les 2 ou 3 compétences, vous ne pouvez plus sérieusement évaluer tout ce que vous prétendez évaluer. Maintenant, je nuancerai les propos tout à l'heure, mais l'idée, c'est ça. C'est ça la notion de noyau de compétences. Plus on en a, moins bien on pourra les évaluer. Or, on a nécessité de les évaluer correctement, sinon on ne fait pas ce qu'on dit qu'on veut faire. Voilà. Et donc, exemple de compétences terminales pour l'assistance sociale. Face à tel type de situation complexe à circonscrire, l'étudiant doit pouvoir mettre en œuvre l'ensemble du processus d'intervention, c'est-à-dire analyse de la situation sociale, élaboration de l'intervention, réalisation de l'intervention et évaluation. Voilà un exemple de compétence terminale qui est une compétence qui peut résumer ce qui est attendu d'un ou d'une assistante sociale en fin de formation. Une compétence peut être découpée en plusieurs compétences parallèles, en noyaux de compétences, parce qu'on peut dire, voilà, la compétence terminale peut se décomposer en analyser une situation sociale qui forme une compétence qui fait sens par elle-même, élaborer l'intervention, qui peut aussi être, on voit bien, un module qui est lié sur le fait d'élaborer l'intervention, réaliser l'intervention et l'évaluer. On voit bien qu'il y a 4 compétences qui peuvent être plus ou moins autonomes au sein de cette compétence terminale. Mais le fait d'avoir formulé en quelques lignes, bien sûr, il faudrait préciser un certain nombre de choses, mais vous pouvez très bien avoir un commentaire comme celui-ci, avec des limites, etc. Les limites d'intervention, c'est n'importe quelle institution, de petite ou de grande taille, etc., excepté les institutions, excepté la police, etc., etc., etc. Ça, vous pouvez avoir dans un commentaire. J'ai beaucoup de respect pour la police, il faut pas. C'est simplement un exemple qui m'a frappé dans cette institution d'enseignement supérieur qui formait des assistants sociaux, et c'était vraiment quelque chose qui était très fort et qui notamment caractérise leur projet pédagogique par rapport à des institutions qui peuvent se trouver à quelques kilomètres de là. Les énoncés de compétences répondent à plusieurs caractéristiques. La compétence est définie du point de vue de l'étudiant et non de l'enseignant. Vous allez me dire, mais c'est évident. Eh bien, je vous assure que je travaille dans d'autres universités françaises, dans d'autres facultés, etc. Et c'est loin d'être évident pour tout le monde qu'une compétence est exprimée du point de vue de ce que l'étudiant doit pouvoir faire et pas du point de vue de ce que l'enseignant doit pouvoir faire. L'énoncé exprime un résultat attendu et non un processus de formation. Et là, il y a quelques boulons à resserrer aussi dans votre document. Il amène l'étudiant à mobiliser plusieurs connaissances et savoir-faire au cours de la formation. Il ne cloisonne pas les intentions et les contenus. Donc de nouveau, c'est ça la définition de l'intégration, c'est que l'étudiant doit pouvoir traiter une situation complexe
qui va mettre en œuvre un certain nombre de contenus. L'énoncé suggère des modalités d'évaluation compréhensibles de la même façon par tous. Les énoncés sont en nombre réduit pour garantir que chacun soit effectivement évalué. Chaque compétence doit déboucher sur un dispositif d'évaluation spécifique, parce qu'il est clair que on peut avoir une compétence de type professionnalisant. L'étudiant doit pouvoir préparer une séquence d'enseignement-apprentissage et la dispenser, etc. Ou autre compétence, l'étudiant doit pouvoir rédiger un mémoire de fin d'études. Forcément, c'est un dispositif d'évaluation spécifique qui est propre à chaque compétence. Ceci pour éviter d'en rester à des déclarations d'intention. On a donc peu de compétences, mais qui constituent un cadre opérationnel et donc qui est un véritable guide pour la formation et pour l'évaluation. Et vous verrez que quand on a ce cadre qui est défini, vous allez voir que tout coule de source, quoi. Tout coule de source. Mais il faut accepter de faire certains aménagements, et pour certains collègues, ça va être plus difficile que pour d'autres. Il faut leur donner le temps, etc. La bonne nouvelle, c'est que pour moi, ce que les enseignants font aujourd'hui peut, pour la grande majorité de ce qu'ils font, ils peuvent continuer à le faire. Il ne faut pas changer complètement sa manière de donner cours pour entrer dans une logique d'approche par compétence. Il ne faut pas. Maintenant, il faudra, bien entendu, changer un certain nombre de choses. Ça, c'est sûr. Et je reparlerai tout à l'heure de tous les enseignants disciplinaires. Je ne sais pas, c'est comme ça que vous les appelez, les enseignants disciplinaires, hein? Tous les enseignants disciplinaires qui, bien sûr, sont invités à faire partie du mouvement, etc., et qui peuvent avoir certaines craintes, hein, de voir leur discipline un peu dénaturée par l'approche par compétence. Hein, moi, je connais ça dans plusieurs institutions, hein, qui peuvent se dire, mais enfin, avec l'approche par compétence, on perd le sens de l'histoire, on perd le sens de la géographie, on ne respecte pas l'épistémologie de la physique, de la chimie, etc. Et j'espère vous convaincre, en tout cas au terme de cette journée, qu'il n'en est absolument rien. Hein? Et que, j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on peut très bien développer des situations d'intégration en chimie, en mathématiques, en histoire, en éducation physique et sportive, etc. Il n'y a aucun problème pour développer des compétences et évaluer des étudiants sur des situations complexes, tout en respectant de manière très très précise l'épistémologie et la didactique de chaque discipline. Je crois que de nouveau, vous l'avez compris, si vous avez tous participé à ce document-là, mais bon, vous m'avez demandé de redire des choses qui parfois vous paraissent évidentes, donc j'essaye de répondre à la commande. Mais ce qui fait surtout la spécificité de l'approche par l'intégration des acquis est le fait que chaque compétence est liée à un ensemble de situations contextualisées qu'au terme de la formation, l'étudiant devra pouvoir traiter de façon autonome. Et ça, évidemment, le point le plus important est le terme de façon autonome. On voit les dérives qu'ont amené des enseignements
dans l'enseignement supérieur et surtout dans les sciences humaines qui ont accepté, à mon sens, de manière excessive, des travaux de groupe comme travaux certificatifs. Je ne dis pas que ça peut arriver de temps en temps, mais en tout cas en Belgique francophone, mais aussi dans des institutions en France avec lesquelles j'ai été amené à travailler, on recourt un peu trop souvent à des travaux de groupe qui peuvent être certifiés au niveau du groupe, sans vérifier si chaque étudiant a acquis effectivement les compétences. La notion centrale devient celle de situation d'intégration, ou plutôt la notion de famille de situations d'intégration pour chaque compétence. Je précise un petit peu ce qu'est. Donc concrètement, on énonce la situation, la compétence à atteindre, comme vous l'avez fait. Vous avez des beaux énoncés de compétences. Et on la concrétise à travers quelques situations d'intégration suffisamment proches, mais suffisamment différentes aussi. Et c'est la question du mail, Fabienne, que je vous avais envoyé. Est-ce que vous avez précisé des exemples de situations d'intégration telles que vous les soumettriez à des étudiants en fin d'année, avec la manière dont vous allez les formuler exactement comme vous le formuleriez à les consignes, le contexte, les consignes, etc., les consignes précises. Une des questions que nous souhaitions d'ailleurs vous poser portait justement sur cette question sur laquelle nous sommes en ce moment en cours de formulation, puisqu'elle portait sur la manière de concevoir une situation intégratrice et un exemple concret de situation intégratrice qui sont effectivement des éléments qui nous sont demandés déjà par nos collègues pour qu'ils puissent un peu mieux exemplifier et par là même s'approprier la démarche. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que j'y réponds maintenant? Mais je vais prendre un exemple. Bon, on est en mathématiques ou en didactique des mathématiques. Bon. En mathématiques, par exemple, une compétence au terme, enfin, en didactique des mathématiques, une compétence au terme de ce cours-là, l'étudiant doit pouvoir, sur un thème donné, planifier un ensemble d'apprentissage en mathématiques de tel niveau, premier degré, second degré, etc., préparer parmi celles-là l'une ou l'autre séquence, en détaillant le contenu, etc., et puis administrer. Voilà un exemple de situation d'intégration, mais avec plusieurs paramètres, puisque ce qui peut changer, c'est le thème abordé en mathématiques. Est-ce que c'est plutôt de la géométrie? Est-ce que c'est plutôt de l'algèbre? Le niveau d'enseignement, est-ce que c'est en première année de collège, en deuxième année de collège, etc. Et donc, et même la thématique donnée, et donc voilà ce qui peut donner à toute une famille de situations équivalentes, enfin, qu'on va considérer comme équivalents, mais l'étudiant va devoir faire preuve d'adaptation, puisqu'il va devoir s'adapter chaque fois à un niveau différent, à un contexte différent, parce que autre paramètre, ça peut être le type de classe, une classe plus réduite ou une plus grande classe, ou un enseignement à distance, aujourd'hui on y vient, etc. Et donc le type de contexte peut être amené à varier, et c'est ça la notion de famille de situation. Donc, une famille de situation, c'est un contour délimité, un contour, et le contour est donné par l'énoncé de la compétence, et éventuellement un commentaire, parce qu'on ne peut pas dire tout. La plupart du temps, on ne peut pas dire tout en 3-4 lignes, et donc souvent on a besoin d'avoir un commentaire. Et
la famille de situations, les situations acceptables dans cette famille de situations sont les situations S1, S2, S3 et S4. Parce qu'elles vont rechercher dans des coins différents du périmètre. Elles sont suffisamment différentes tout en restant dans un périmètre donné. C'est ça la notion de famille de situations. La situation S5 est à exclure parce qu'elle sort du périmètre. Il y a rupture du contrat didactique. On évalue quelque chose qui ne fait pas partie du contrat didactique puisque ça ne rentre pas dans la compétence telle qu'elle avait été définie. La situation 6 n'est pas une bonne situation d'intégration parce qu'elle est beaucoup trop proche de la situation numéro 2. Et si l'étudiant a déjà traité, par exemple, en cours de formation, s'il a déjà traité la situation numéro 2 et qu'on lui présente en évaluation certificative la situation 6, eh bien, c'est pratiquement un copier-coller de la situation 2. Et il n'exerce pas sa compétence, mais c'est de la restitution d'une résolution qui a déjà été effectuée par ailleurs. Ça, c'est la notion de famille de situations. Et donc, c'est la notion de des situations suffisamment proches, mais aussi suffisamment différentes. Et suffisamment nombreuses. Et forcément suffisamment nombreuses, bien sûr. Si vous avez une famille de situations dans lesquelles, par nature, il ne peut en exister que 2 ou 3, il faut changer votre famille de situation, parce l'étudiant va finir par faire du bachotage. Donc il faut vous arranger pour... mais on peut jouer sur de nombreux paramètres. Hein. Je vous ai parlé en didactique du niveau, etc. Mais on peut jouer sur le type de contexte, on peut jouer sur les ressources à mobiliser par l'étudiant, on peut jouer sur les supports, hein, sur les types de documents à analyser pour pouvoir traiter la situation complexe. Oui. Oui, je voulais justement dire que sur le projet, plutôt au niveau du premier degré, on a eu à un moment donné effectivement une élaboration, alors je ne sais pas si on pourra vous la montrer plus tard, où on pensait justement la variation dans le guidage et dans les ressources, c'est-à-dire le guidage de l'enseignant, de l'étudiant. Donc la première situation intégratrice avec un guidage maximum, et en fait la variabilité, elle était plutôt sur effectivement ressources et guidage que sur le contexte. Alors, excusez-moi, attention dans la manière dans cette manière-là de comprendre les situations d'intégration. Parce que quand je dis les situations S1, S2, S3 et S4, en fait, ce sont des situations d'intégration équivalentes et on doit pouvoir utiliser n'importe laquelle pour l'apprentissage de l'intégration, n'importe laquelle pour une première évaluation, n'importe laquelle. Donc, elles sont toutes équivalentes et elles peuvent être toutes utilisées. Donc, donc c'est pas la même chose que nous, on l'avait imaginé sur les 2 années de master. Pour la même compétence, des situations intégratrices relatives à la même compétence, mais qui étaient de plus en plus complexes, on va dire. C'est pas ça la notion de famille de situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas procéder, mais là on est plutôt dans une logique de palier de compétences. Est-ce qu'on aurait alors comme système de variation pour une situation intégratrice donnée la discipline? Parce qu'effectivement l'enseignement primaire se caractérise par la polyvalence. Ça pourrait l'être au premier degré par exemple, mais ça ne le serait pas au second degré, où les apprentissages sont beaucoup plus disciplinaires ou exclusivement disciplinaires. Mais tout dépend de l'énoncé de la compétence. Hein. Bon, même au second degré, chez nous, on a des cours, par exemple, au collège, en Belgique francophone, il n'y a pas de distinction entre histoire et géographie.
C'est un cours dans lequel l'enseignant traite des situations qui sont situées dans le temps et dans l'espace, mais il y a à la fois, on recourt à la fois à des notions de type historique et de type géographique pour les traiter. Mais il n'y a pas de cloisonnement, en tout cas, entre l'histoire et la géographie au début du collège. Donc, je suis prudent quand je parle de disciplinaire, de strictement disciplinaire au second degré. Bon, il faudrait mettre des nuances. Mais, donc, attention dans la manière de comprendre la notion de situation d'intégration, de famille de situation. Une famille de situations est toujours une famille de situations équivalentes. Par contre, pour une compétence, par exemple pour une compétence numéro 1, vous pouvez avoir le palier 1.1, le palier 1.2, le palier 1.3. Et pour le palier 1.1, vous avez une famille de situations. Pour le palier 1.2, vous avez une famille de situations, etc. D'accord ? Mais dans la notion de famille de situations, ce sont toutes des situations interchangeables et de même niveau de difficulté et de même niveau de complexité. Est-ce que vous voyez bien la différence entre difficulté et complexité ? Il serait peut-être utile que ce point-là soit rappelé. Ah oui, parce que ça, c'est fondamental. Et justement, dans l'optique qu'a défini Fabien Brondelli, je pense qu'il serait bon de reprendre ce point. Oui. En fait, pour moi qui ai des gros doigts, enfiler un fil dans le chat d'une aiguille est excessivement difficile. Mais ça n'a aucun caractère de complexité. D'accord ? Par contre, quand je vais au parc à conteneurs avec mon tri de poubelles, etc., les poubelles de toutes sortes, et que je dois aller dans le bon endroit dans le parc à conteneurs pour mettre tel type de déchets, etc., ça n'a rien de difficile, mais c'est complexe. C'est comme l'agent qui fait la circulation dans un carrefour à l'heure de pointe. Il doit gérer des centaines de paramètres à la fois. C'est complexe, mais rien n'est difficile en soi. Et actuellement, je travaille déjà depuis une dizaine d'années à l'harmonisation du baccalauréat dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, bien que nous n'ayons pas le baccalauréat en Belgique, je connais bien la problématique du bac, et nous avons analysé de manière très approfondie des épreuves du bac dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et une des critiques que nous avons faites aux épreuves du bac, c'est qu'elles sont beaucoup trop difficiles, mais elles sont beaucoup trop peu complexes. Et donc il y a un équilibre à trouver entre le niveau de difficulté et le niveau de complexité. Et pour moi, aujourd'hui, il faut surtout avoir des épreuves qui ont un niveau de complexité suffisant, même si le niveau de difficulté peut être moins élevé. De toute façon, on en est à une ère où il y a des spécialisations, etc. Et donc, le niveau de difficulté dans une discipline, on peut toujours l'affiner par une spécialisation dans tel domaine, tandis que l'apprentissage de la complexité, il n'y a que dans des formations de base qu'on peut apprendre la complexité. Et donc, apprendre la complexité, il faut l'apprendre, pour moi, dès le début du primaire, et même en maternelle, on peut déjà apprendre la complexité. Et donc, la complexité, dans une situation d'intégration, ce sera la complexité liée au contexte dans lequel
est posée la situation. Est-ce qu'on est dans un contexte, je ne sais pas moi, d'enseignement spécial ou d'enseignement normal? Est-ce qu'on est dans un contexte de petit nombre d'élèves ou d'un grand nombre d'élèves, etc. Donc la complexité peut être liée au contexte. La complexité peut être liée au support, au nombre et à la difficulté d'accès des supports sur lesquels on travaille. Des supports, des documents, des photos, des documents, des documents Internet, etc. La complexité peut être liée au nombre de ressources, savoir et savoir-faire à mobiliser. Est-ce qu'il n'y a que 2 ou 3 savoir-faire à mobiliser ou est-ce qu'il y en a davantage? La complexité peut être liée au type de consigne aussi. Et donc, la complexité émane des différents constituants d'une situation d'intégration. Est-ce que dans la complexité, on peut ajouter la gestion de l'inattendu? La gestion de l'inattendu. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre où, dans la famille situation, on sait que quelque chose peut arriver auquel l'étudiant n'est pas prêt. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Par exemple, il y a une famille de situation et on introduit une caméra. Et l'étudiant sait que dans la situation dans laquelle il maîtrise... Tout à fait, c'est un élément. Tout à fait. C'est un élément. C'est un élément de complexité, mais de nouveau, dans l'énoncé de la compétence ou dans le commentaire qui accompagne la compétence, il faudra dire quelque part, attention, il se peut à un certain moment qu'il y ait une caméra qui soit introduite. Sinon, vous sortez du contrat didactique et vous piégez l'étudiant. Et donc, il peut y avoir de l'inattendu, mais il faut que cet inattendu ait été, que les étudiants au moins soient avertis que ça peut arriver. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un complexe, mais c'est un complexe que l'on délimite et que l'on fixe aux yeux de l'étudiant, et d'ailleurs aux yeux de la société civile aussi, qu'on fixe aux yeux des futurs employeurs, par exemple, pour que tout le monde sache jusqu'où on peut aller. Un exemple typique d'attendu qui peut exister, c'est lorsqu'un étudiant, par exemple, réalise une situation d'intégration face à une classe, parce qu'on attend qu'il fasse une certaine tâche, qu'il y a un certain nombre de choses face à cette classe, les élèves constituent eux-mêmes tout un ensemble d'inattendu. Bien sûr. Mais ça, je dirais, c'est inhérent à la gestion d'une classe. Et ça, je ne pense pas qu'il faille... Parce que, bon, évidemment, cet inattendu va être différent dans une classe rurale ou dans une classe urbaine ou périurbaine, avec le type de population, est-ce qu'il y a des primo-arrivants ou pas, etc. Mais ça, je pense que implicitement, c'est clair que n'importe quel enseignant qui est diplômé, il doit pouvoir aller enseigner dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel milieu. Mais ça pourrait peut-être avoir comme conséquence qu'on essaye de maîtriser cet inattendu pour justement ne pas avoir une frontière floue de la classe de situation. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est pas encore tout à fait accessible, mais peut-être avoir une classe virtuelle ou un simulateur dont on maîtrise justement cet inattendu. Ce serait intéressant, tout comme dans un simulateur pour les pilotes d'avion. C'est impressionnant. Moi, j'ai fait de la formation de pilote d'avion sur simulateur. Enfin, j'ai analysé des formations de pilotes d'avion sur simulateur. C'est impressionnant de voir ces simulateurs qui jouent sur un éventail de paramètres qui est vraiment énorme. Hein. Mais de préciser les paramètres, de les expliciter, c'est jamais mauvais de toute façon. Je me souviens des travaux de Bognol, université Aix-Marseille, qui a montré que quand l'étudiant a une idée claire de ce sur quoi il va être évalué, eh bien, il est beaucoup plus performant que quand vous êtes dans
dans le noir. En fait, l'idée, c'est que à partir du moment où une compétence est définie, l'étudiant doit passer par une série de situations intégratrices qui vont lui permettre d'acquérir cette compétence. Et qu'une seule situation intégratrice dans votre modèle, il ne suffit pas à certifier. C'est-à-dire, en gros, vous aurez des moments d'apprentissage des ressources. Si je reprends l'exemple de la didactique des mathématiques, eh bien, vous aurez l'apprentissage des ressources, tout d'abord les contenus mathématiques. Vous avez des cours sur les contenus mathématiques, les savoir-faire mathématiques, etc. Sur les contenus didactiques, les savoirs didactiques, les savoir-faire didactiques, les savoir-être didactiques, etc. Et puis, vous avez des situations d'intégration qui peuvent être des situations d'intégration, enfin une ou deux situations d'intégration de la compétence finale ou des situations d'intégration partielle. Et puis, vous avez, en tout cas, l'étudiant doit pouvoir résoudre, c'est un petit peu comme un examen blanc, il doit pouvoir résoudre une situation de la famille de situations. Par exemple, ils doivent, à titre d'apprentissage de l'intégration, ils doivent pouvoir traiter la situation S3. On les invite à traiter la situation S3. Et voilà, à l'évaluation, lors de l'évaluation certificative, on va leur poser la situation S1. Et donc, il ne faut pas que l'étudiant arrive le jour de l'examen en n'ayant jamais traité de situation d'intégration, évidemment. Et c'est là-dedans que je dis il faudra faire quand même quelques aménagements du programme des enseignants, que ce soit les enseignants de psychopéda, des enseignants des disciplines de sciences sociales ou les enseignants disciplinaires, entre guillemets. Il faudra qu'il y ait une partie de leur temps qui soit réservée à apprendre à traiter des situations d'intégration. Et tant pis si on ne voit pas toute la matière. C'est bien plus important de prendre 2 heures ou 4 heures à traiter une situation d'intégration qu'à utiliser ces 2 heures ou ces 4 heures à aller voir les derniers points de matière. Surtout avec l'enseignement à distance aujourd'hui, etc., la plupart du temps, les étudiants peuvent aller, ils peuvent voir quelques points de matière par eux-mêmes. Je ne dis pas qu'ils doivent tout voir par eux-mêmes, mais on a quand même un autre rapport au savoir aujourd'hui. Et donc, il faut pouvoir consacrer un minimum de temps à exercer la compétence de l'étudiant, parce que ce n'est pas quelque chose qui est... Enfin, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, en tout cas, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et pour les enseignants, c'est nouveau aussi. Mais ce n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et donc, en fait, la plupart du temps, c'est même rassurant pour les enseignants, parce que, je dirais, à 80%, ils peuvent continuer à donner les leçons comme ils les donnaient avant. C'est un apprentissage des ressources, bien sûr, qui a intérêt à se faire de manière active. Mais même si vous avez des enseignants, l'un ou l'autre enseignant qui continue à donner ses cours magistraux au tableau, etc., ça peut être acceptable du moment qu'il consacre les 20% du temps à exercer ces étudiants sur des situations d'intégration. Et ça, l'expérience a montré que c'était quelque chose qui était acceptable pour tous les enseignants. Bien sûr, il y en a toujours l'un ou l'autre qui sera récalcitrant, mais franchement, c'est un type d'innovation qui est à la portée d'une équipe enseignante. Ce qui n'était pas du tout le cas avec l'approche par compétences première génération. Parce que là, le message qui était délivré aux enseignants, c'était de dire, vous devez changer votre manière de donner cours, au lieu d'expliquer aux étudiants les matières, vous devez leur faire découvrir, vous devez les mettre en situation de recherche. Et là, on obligeait, c'était même assez violent comme
comme réforme, puisqu'on obligeait les enseignants à changer leurs pratiques quotidiennes. C'est comme si du jour au lendemain, on vous demandait de changer complètement votre alimentation. Ça, on peut changer son alimentation, mais on le change, tout le monde sait qu'on ne peut le changer que de manière progressive. Et donc, voilà, on est dans quelque chose qui rassure les enseignants, qui peut les stabiliser dans certaines de leurs pratiques, hein, même si ce sont des pratiques qui sont considérées parfois comme dépassées, entre guillemets. Mais vous savez, moi je me méfie très fort des effets de mode. Et pour moi, il y a des enseignants magistraux qui sont d'excellents enseignants. Mais du moment qu'il y ait ces 20% du temps qui soit consacré à faire de l'intégration des acquis. Sinon, pour moi, il n'y a pas d'approche par compétence digne de ce nom. Et alors, voilà, ensuite on détermine les principales ressources qui vont alimenter cette compétence. Et là, pour un enseignant, par exemple, qui donne un cours de psychologie ou un cours de sociologie, eh bien, il va devoir se dire, parmi mon programme de sociologie, parmi les savoirs, quels sont les 80% de savoirs qui sont les savoirs prioritaires, en sachant que je vais devoir consacrer 20% de mon temps à faire de l'intégration des acquis. Et donc, ça peut se faire par petits groupes, là vous avez sûrement les méthodologies appropriées. Hein, on détermine, en psychologie, est-ce qu'il n'y a pas un chapitre qui peut sauter ou qui peut être vu d'une autre manière ou quoi, pour laisser effectivement le temps à l'intégration des acquis. Et donc en formation, on développe les ressources et on consacre des temps de formation pour apprendre aux étudiants à intégrer ces ressources dans une situation d'intégration qui fait partie de la famille de situation, et évaluer l'étudiant en lui soumettant d'autres situations d'intégration de la même famille. Et il n'est pas question de piéger l'étudiant en lui posant le jour de l'évaluation certificative une situation un peu plus difficile que celle qu'il a dû traiter en cours. C'est une situation équivalente, même niveau de difficulté et même niveau de complexité. Et je peux dire le « et » puisque on peut ranger les situations sur deux axes orthogonaux. Il y a la difficulté et il y a la complexité. On peut avoir des situations qui sont très peu complexes et très difficiles, d'autres qui sont très peu difficiles, très peu complexes. Ici, ce qu'on cherche, c'est des situations qui sont moyennement difficiles et moyennement complexes, qui ne vont rechercher ni le dernier point de matière qui était abordé, et qui ne vont pas rechercher non plus un niveau de complexité qui dépasse le niveau de complexité qui était annoncé aux étudiants et qui fait partie du contrat didactique. Les situations d'intégration constituent le point d'aboutissement de formation et sont associées au profil de sortie. Les compétences dont on parle sont des compétences, oui, de plus en plus j'utilise ce terme, des compétences situationnelles. On est à tout moment dans un binôme compétence-situation. Et d'ailleurs, souvent, je dis quand on définit un énoncé de compétences, construisez 2 ou 3 situations complexes, concrètes, et puis vous ajustez votre énoncé de compétences. D'abord, vous testez ces situations d'intégration auprès des élèves ou des étudiants, et puis vous ajustez l'énoncé de la compétence en fonction de ce que vous avez observé, des réactions, etc., aux situations complexes. Attention de ne pas confondre 2 types de situations. Les situations didactiques auxquelles le formateur fait appel pour installer les ressources, soit collectivement, soit en groupe. Je ne sais pas,
un enseignant veut installer la notion de photosynthèse en SVT, par exemple, et il fait travailler les étudiants sur des documents, et les étudiants doivent faire un travail qui les amène à maîtriser la notion de photosynthèse. Ça, c'est une situation didactique. Et les situations d'intégration qui traduisent le profil de sortie et que l'étudiant doit être à même de traiter en autonomie, c'est-à-dire de manière strictement individuelle. Puisqu'un profil de sortie n'est pas un profil de sortie collectif, c'est un profil de sortie individuel. Les étudiants sont évalués individuellement, ils vont être recrutés individuellement, et donc, bien sûr, si on pouvait avoir certifié les compétences de groupe, peut-être qu'un jour ça viendra, hein, on ne peut préjuger de rien dans ce monde imprévisible, mais pour le moment, voilà, certification individuelle, donc il faut apprendre aux étudiants aussi individuellement à pouvoir traiter des situations d'intégration. Parce que leur dire, la situation d'intégration S3 que je vous présente, vous pouvez la résoudre en petits groupes, et puis le jour de l'examen, il faudra résoudre une situation équivalente mais individuellement, c'est les piéger, ça. Donc il faut de nouveau, l'alignement passe par là aussi. L'alignement consiste aussi à se dire le profil de sortie est un profil individuel et pas un profil collectif. Et donc il faut que l'élève, l'étudiant puisse s'exercer individuellement. Moi, excusez-moi, c'est peut-être évident pour vous, mais j'ai vu trop de catastrophes d'étudiants qui se cachaient derrière un groupe et qui n'était pas obligé lui-même de faire l'effort de traiter en autonomie une situation complexe. Il faut être intransigeant là-dessus. C'est leur rendre un mauvais service que de leur proposer des travaux de groupe de manière excessive. Bien sûr, il faut des travaux de groupe, mais les travaux de groupe, c'est surtout dans les situations didactiques qu'on va les faire. Là où ils sont en train de rechercher, de construire les savoirs, etc. Là, on peut tout à fait concevoir des travaux de groupe, mais en matière d'intégration des acquis, l'intégration est individuelle, parce que la certification est individuelle.